Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 158e épisode de Finances fondamentales. Vraiment content d'être avec vous ce matin. Surtout, je veux faire un petit retour une semaine en retard sur ma présence au Salon du Livre parce que l'épisode de la semaine passée, le Would You Rather, avait été enregistré d'avance. Donc, je voulais remercier les personnes qui sont venues me voir, une vingtaine de personnes à travers la fin d'après-midi, début de soirée que j'étais là. Vraiment eu des belles discussions, de longues discussions avec les gens qui sont passés. J'ai presque pas eu le temps de lire le livre que je m'étais apporté au cas où je sois tout seul pendant 5 heures. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés. Là. J'ai vraiment des gens qui étaient contents de mettre un visage, là, puis une personne surtout sur la voix qu'ils entendent sur le podcast. Moi, j'étais content de rencontrer certaines personnes qui m'écoutent, jaser de votre situation, puis jaser de d'autres choses aussi que les finances. Donc, un petit clin d'œil particulier là, à Sébastien qui est resté longtemps. On a jasé de pas mal de choses. Je pense même que si on aurait pu prendre une petite bière après et continuer à jaser de finances. Puis un petit salut aussi particulier, Yuri, là, à toi qui est resté un petit peu aussi, puis à ta fille qui était bien drôle, qui m'a fait passer un beau moment, qui était tannée d'entendre son père jaser de finances, comme mes filles sont des fois tannées aussi d'entendre des podcasts de finances dans l'auto. Donc, c'était une super soirée. Merci à tout le monde qui sont passés. Puis il y a 2 questions que je me suis fait poser dans cette journée-là, on va dire, cette fin de journée-là. Puis je trouvais que ça valait la peine de vous les partager avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui. La première question qu'on m'a posée, c'est pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour faire tes synthèses de livres? Premièrement, je ne suis pas encore super bon avec l'intelligence artificielle, là, à part lui demander d'écrire des lettres de recommandation pour mes personnes étudiantes. Je ne l'utilise pas vraiment. Par contre, je suis en train de me former pour essayer de mieux le comprendre. Puis j'ai déjà essayé, bien sûr, tu sais, quand c'est sorti, quand c'était rendu un petit peu plus avancé, je me suis dit, hey, est-ce que je sers encore à quelque chose? Tu sais, si les gens ont juste à rentrer le nom d'un livre dans l'AI, puis ça leur fait une synthèse en 5 points, est-ce que vraiment c'est encore pertinent mon podcast? Donc, j'avais essayé avec 3 épisodes que j'avais écrits, en fait, que j'avais fait en début de parcours. Là, donc, un livre de Perry McSween, puis 2 livres en anglais, parce que je comprenais bien sûr que l'AI n'avait pas accès nécessairement à tous ces livres francophones-là. Puis je l'ai refait récemment avec les mêmes livres. Puis j'ai comparé ce que moi je retenais du livre, puis ce que l'AI sortait comme 5 points clés. Puis honnêtement, c'était quand même un peu n'importe quoi. Parce que, surtout les livres francophones, ce que l'AI sortait, j'y disais, hey, ça existe même pas dans ce livre-là. Tu sais, des fois, j'ai demandé, ben, tu peux être plus précis? Mettons, il me sortait 5 points, mais ça durait 3 minutes l'épisode. Je disais, tu peux-tu me détailler davantage ce premier point-là pour donner du contexte aux personnes auditrices? Puis, il me sortait des statistiques, des exemples qui étaient même pas dans le livre. Donc, il me sortait n'importe quoi. Puis là, j'y disais, hey, ça n'a pas rapport, là. L'auteur n'a jamais dit ça. Puis il me disait, oui, désolé, c'est une erreur. Puis là, il me disait d'autres choses. Je disais, ouais, mais ça non plus, c'est pas là-dedans. Désolé. Fait que là, il arrêtait pas de s'excuser. Puis là, j'ai dit, ben, arrête de me bullshiter. Écris-moi pas des trucs qui n'existent pas. Fait que je l'ai testé. Avec l'intelligence artificielle, je l'ai retesté récemment parce que les progrès sont fulgurants là, dans l'intelligence artificielle. Fait que je l'ai retesté. C'est encore la même chose. C'est déjà mieux, mais c'est encore la même chose. Fait que non, j'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire la synthèse des livres. Par contre, je l'utilise pour faire ma fiche de lecture. Donc, avant, je prenais des traces dans les livres. Fallait tout que je tape un peu les notes que j'avais à l'ordinateur. Maintenant, j'ouvre le livre et au fur et à mesure, je dicte à l'intelligence artificielle ce que je retiens du livre, puis lui me met ça sous forme de fiche de lecture. Donc, en fait, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire mes synthèses, mais seulement pour organiser mes idées puis transcrire mes idées sur l'ordinateur et non pas pour faire la synthèse du livre. Premièrement, j'aime lire encore. Deuxièmement, je trouve que ça met un côté un peu humain, interprétatif au livre. Et troisièmement, je trouve pas que l'AI a encore la capacité de faire de bonnes synthèses en 5 points clairs et vrais de ces livres-là. Donc, non, j'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire mes livres. Puis le jour où l'intelligence artificielle va pouvoir le faire et le dicter dans des épisodes, peut-être que le podcast Finances fondamentales va prendre un angle différent. Peut-être que la synthèse de livre ne sera plus aussi pertinente. L'autre question que je me suis fait poser, je pense, c'est Sébastien, justement. Il m'a dit, t'es-tu tanné de lire? Donc, après tout ça, donc je suis rendu à plus de 200 livres là, que j'ai lus en ce moment sur les finances. Ma réponse est non. Tu sais, c'est sûr que j'ai lu plus 3-4 livres par semaine, comme je lisais au début.
mais je lis encore au moins 1 ou 2 livres par mois. Puis ça m'intéresse encore, j'ai encore le goût de le faire. Donc, c'est sûr que des fois, j'aimerais prendre ce temps-là pour lire d'autres sortes de livres. Donc, j'adore lire, pas juste des livres sur les finances. Donc, je vais vous avouer, depuis 3 ans, il n'y a plus beaucoup de romans là, dans ma liste de lecture. Puis il y en a beaucoup qui m'intéressent pourtant. C'est juste que le temps que j'ai de lecture, je le dédie à des livres sur les finances, notamment en partie, bien sûr, pour le podcast, mais aussi parce que ça m'intéresse encore. Et chaque livre que je lis, donc pendant le salon du livre, j'ai commencé un livre, puis je l'ai fini le soir à l'hôtel. Ben, ce livre-là, il m'intéressait pas vraiment. C'était pas un excellent livre. Je vais vous le résumer probablement l'année prochaine, là. C'est pas un excellent livre, mais il y a quand même 1 ou 2 éléments que je retiens du livre, que j'ai appris quelque chose. Donc, à chaque fois que je lis un livre, même si c'est le 210e, il y a toujours 1 ou 2 éléments que je retiens. Et parfois, ça change pas ma stratégie. Des fois, c'est juste pour informer les gens. Mais j'apprends toujours quelque chose et il y a des choses que j'apprends des fois aux 10-15 livres que ça me fait vraiment réfléchir sur ma stratégie d'investissement ou mon approche par rapport aux finances. Donc non, je suis pas tanné de lire, pas encore en tout cas, puis j'apprends toujours quelque chose. Donc l'épisode d'aujourd'hui, avant de débuter, donc deuxième partie avant de débuter, je veux juste nommer les personnes abonnées du mois de novembre. Donc merci à Jean-Nicolas, Sam, Astella, M. Chartier, Jules, Maxime, Ève, Arnaud et M. Lapierre. Donc, merci aux 9 nouvelles personnes abonnées du mois de novembre. Merci de soutenir le podcast. Et comme je leur dis, à chaque fois que vous vous abonnez, ben, vous offrez 1000 écoutes supplémentaires à tous les gens qui écoutent le podcast. Donc, vous contribuez à l'éducation financière des Québécois et des Québécoises. On dirait que je parle comme François Legault, les Québécoises et les Québécois. Bref, ceux qui s'abonnent ont des avantages. Ils ont accès à un épisode supplémentaire à chaque mois, donc l'épisode des personnes abonnées, dans lequel je partage maintenant de façon exclusive là, mes bilans trimestriels. Et vous avez 3 outils également que je vous partage, soit mon fichier d'analyse rempli, mon fichier d'analyse vierge pour faire vos propres analyses et un guide pour bien utiliser tout ça. Donc, merci aux 9 nouvelles personnes abonnées. Donc, on se lance. On se lance. Le titre en fait, aujourd'hui, je vous fais la synthèse de la deuxième partie là, du documentaire d'Antoine Denis qui a été publié en 2022. Cette deuxième partie-là s'appelle Liberté, une quête à l'indépendance financière. Donc, c'est le deuxième là, documentaire de la trilogie d'Antoine Denis qui s'appelle Liberté. Le documentaire commence en disant qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an, mais qu'on sous-estime gravement ce qu'on peut faire en 10 ans. Il dit aussi qu'on voit les conséquences à court terme d'épargner, mais pas la conséquence à long terme de dépenser. Donc, ça nous fait mal à court terme d'épargner parce qu'on ne profite pas nécessairement de toutes les choses qu'on voudrait profiter, mais on ne voit pas les conséquences de ne pas épargner puis de dépenser cet argent-là à long terme. Il dit qu'on doit développer une culture financière, donc la culture financière des jeunes, au-delà de connaître les différents comptes comme le CELI, le REER, le CELIAP. Pourquoi il faut utiliser ces comptes-là? Il faudrait plutôt aller vers là avec les jeunes. Donc, on se lance ensemble vers la quête d'indépendance financière selon Antoine Denis et ses invités. Premier élément que j'ai retenu, c'est la valeur du conseil. Donc, dans le premier chapitre là, du documentaire, il parle de cette valeur-là du conseil. Il dit que le conseil devrait évoluer vers l'accompagnement puis le développement de la littératie financière. Donc, le conseil maintenant devrait être de rendre les gens autonomes, les guider dans un certain cadre, donc avec une approche un peu hybride. Donc, je t'accompagne, mais tu es capable de gérer tes placements. Ça va prendre des gens qui vont être capables de vulgariser. Donc, c'est impossible de prendre des décisions éclairées par rapport à nos finances si on ne comprend pas ce que la personne en face de nous dit. Puis pendant trop longtemps, les personnes qui travaillent dans le domaine des finances, on dirait essayer de garder ça opaque pour comme garder le contrôle sur ce qu'eux connaissaient puis que la plèbe comme nous ne pouvait pas connaître. Donc, peut-être que le conseil a besoin d'évoluer vers de l'éducation financière et pas seulement du placement. Ceux qui participent à l'épisode mettent beaucoup de l'avant la valeur du conseil, justement, donc pour aider la gestion des émotions. Donc, exemple, t'es invité à investir quand le marché baisse et de ne pas retirer tes billes à ce moment-là. Gérer seul, ça peut être attrayant, surtout parce que, puis je trouve ça bien, tu as un sentiment de contrôle aussi sur tes finances, mais souvent, on peut être notre propre ennemi. Donc, les gens disent qu'en général, 2-3% de frais de gestion, c'est cher quand même. Ils disent, là, tu perds quand même une partie de ton patrimoine, mais en même temps, c'est pas cher payé si tu évites des erreurs majeures grâce à la personne qui te conseille. Il dit que l'investissement indiciel, notamment à travers des FNB, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde parce que la volatilité va entraîner certaines personnes à paniquer. Souvent, lorsqu'il y a des baisses de marché, ben, ça va brasser aussi en même temps au niveau de l'emploi, puis on doit souvent avoir du capital qui est protégé. Donc, d'investir tout son argent dans des FNB indiciels,
c'est pas nécessairement l'idéal. Puis ça, ben, on en parle souvent sur le podcast, là, ça te prend un fonds d'urgence. Puis si tu as des projets plus court terme, ben, il faut que tu aies ça ailleurs que dans des fonds indiciels 100% actions. Ils disent de façon générale dans le documentaire que c'est pas nécessairement accessible à tout le monde là, de prendre le temps d'investir. Le do-it-yourself, là, il y a des gens qui vont essayer de faire des patios tout seuls, des rénovations, tout ça, ben, c'est bien correct. C'est réparti un peu partout dans tous les domaines, notamment en finance. Mais sur le long terme, les personnes qui participent à l'épisode disent que dans les finances, la valeur du conseil demeure toujours importante. Il parle d'une première règle en investissement qui est de protéger et ensuite faire croître. Ça me ramène un petit peu aux discussions que j'ai eues avec Simon-Pierre Gingras là, dans les épisodes bonus, qui dit que c'est important de se protéger, notamment d'être bien assuré et ensuite d'utiliser cette protection-là pour pouvoir investir. Moi, je pense qu'on se protège aussi, toutefois, en faisant croître notre patrimoine. Donc, si on réussit à faire fructifier notre patrimoine financier, ben ça, c'est également une certaine forme de sécurité. Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être mal protégé, au contraire, mais qu'il ne faut peut-être pas être surprotégé non plus. Et enfin, ça, je suis d'accord avec eux, ils disent que la fiscalité est souvent sous-estimée. Donc, on parle beaucoup de rendement, que je suis capable de battre mon conseiller financier avec du rendement. Mais il ne faut pas oublier, puis là, vous voyez que j'évolue beaucoup à travers le podcast aussi dans ma position par rapport à ça. Si vous vous intéressez juste à vos rendements, c'est correct. Ben, c'est pas correct en fait, c'est bien, mais il faut aussi que vous vous intéressiez à votre fiscalité, que vous développez votre éducation financière par rapport à la fiscalité, parce que ça va être un gros morceau, autant dans la phase d'accumulation, quand vous cotisez, que vous investissez, et surtout dans la phase de décaissement, quand vous allez retirer vos billes de votre portefeuille. J'ai quand même apprécié ce bout-là du documentaire, oui et non, parce que je trouve qu'on présentait un côté de la médaille ici, là, donc vraiment la valeur du conseil. Même si je suis bien d'accord là, avec la méthode hybride ou même de faire affaire avec un conseiller, je trouvais qu'on ne rentrait pas nécessairement dans les impacts là, concrets des frais de gestion de 2-3 Donc, on disait que oui, ça a un impact, mais on l'a abordé en surface. Alors, tu sais, ça aurait été le fun de voir les deux côtés de la médaille, là, que oui, la valeur du conseil est super importante, mais qu'il y a des impacts aussi à avoir un service qui est exécrable, comme j'en vois souvent dans les gens que j'accompagne. Puis, c'est rien là, contre les personnes professionnelles. Il y en a plein qui m'écrivent, sont super sont positifs, là, ils apprécient certaines choses que je partage sur le podcast, surtout quand c'est des gens qui font du bon travail. Puis c'est ça mon message. C'est que le 2-3 j'ai rien contre ça, là, de frais de gestion. Si tu as un excellent service. Donc, si tu as un service de merde, puis tu payes 2-3 ben, ça te coûte encore plus que 2-3 tu sais, est-ce qu'on protège réellement ton capital là, quand tu fais 3, 4, 5 de rendement sur 15 ans quand les marchés font 12, 13 Tu sais, ça, j'en ai vu des cas de même, là, des gens de 30 ans qui ont perdu 10 de rendement pendant 10 ans puis que leur conseiller les a pas appelés une fois pendant 10 ans. Ben ça existe aussi. Puis j'aurais apprécié qu'on voit ce côté-là également dans le documentaire. Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans un documentaire? Je le sais pas, mais je trouvais qu'on était un petit peu plus là, d'un côté de la médaille que de l'autre côté. Deuxième élément que j'ai retenu, c'est la fiscalité québécoise, justement. Donc, dans le chapitre 2, 3, 4 et y a-tu 5 et 6 aussi, on parle beaucoup de fiscalité. Donc, dans le chapitre 2, on parlait du brut, du net puis du salaire disponible. Donc, le salaire brut, ben, c'est ton salaire. C'est exemple, tu fais 100 000 par année à ton travail, ben, c'est ton salaire brut. Brut. Le net, c'est ce qui te reste dans les poches, là. Donc, combien tu as des poches après tes frais RRQ, mais aussi tes impôts, mais il faut également compter ce que tu te fais mettre dans les poches en plus. Donc, tout ce qui est allocation familiale, frais de garde déductibles, si tu es à la retraite, supplément de revenu garanti. Donc, c'est ce qui rend difficile. Là, le taux d'impôt n'est pas nécessairement 30 si tu as des retours en plus. Donc, il faut vraiment que tu vois c'est quoi à la fin qui te reste dans les poches. Ça, c'est salaire net. Et quand on parle de revenus disponibles, ben, l'exemple qu'il faisait, c'est exemple une mère monoparentale qui a 2 enfants, ben, avoir plus que son salaire. Donc, elle peut faire 30 000 de salaire puis avoir des impôts négatifs. Donc, elle va faire peut-être même 45 000 à cause des bonifications gouvernementales. Chapitre 3, il parlait de distorsion de réalité, toujours en lien avec la fiscalité. Donc, il disait que plus ton revenu est élevé, plus tu es riche en salaire. Mais si tu as des actifs, plutôt qu'un gros salaire, donc tu as un actif élevé, tu peux être considéré pauvre. Donc, si tu as 500 000 dans tes CELI, ben, ce n'est pas imposable, jamais. Si tu as 500 000 dans tes REER, mais que tu retires 30 000 par année, tu es quand même considéré pauvre. Mais bâtir un actif, c'est difficile. Mais une fois qu'il est bâti, tu n'as plus besoin de tant de revenus, puis tu peux même réussir à vivre au même rythme de vie en payant beaucoup moins d'impôts. Sinon, ben, il parle de la rat race, là, puis du manque de contrôle de la plupart des gens sur leur vie. Donc, le quotidien devient pour ces gens-là une obligation de travailler pour payer des dépenses de surconsommation.
Dans la fiscalité, il parle aussi de travail au noir. Donc, en plus de ne pas charger TPS, TVQ, de ne pas déclarer tes revenus, ben, tu reçois en plus un chèque des autres personnes qui payent déjà des impôts pour t'aider. Donc, il parle de distorsion là, parce que la fiscalité, dans ces cas-là, dans le travail au noir, ben, fait pas son travail. Puis c'est sûr, c'est fâchant quand tu vois que tu payes tu payes des impôts, puis que finalement, tu encourages ces gens-là. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, exemple, j'allais chez le garagiste, ben, il me disait, tu peux payer cash, il n'y a pas de taxe. J'étais super content. Tu sais, je sauvais, mettons, 250$ comme étudiant, j'étais content. Mais maintenant, je n'encourage plus du tout le travail au noir. Jamais si un entrepreneur ou un garagiste me dit, tu peux payer cash, jamais je le fais. Donc, je préfère payer 250$ de plus maintenant que d'encourager ce type de comportement-là. Qui est néfaste pour moi, pour tout le monde, puis qui fait chier. Est-ce que si j'avais un emploi qui me permettait de le faire, puis que je n'étais pas éduqué financièrement, peut-être que je le ferais, je ne le sais pas. Mais maintenant, j'encourage plus ce type de comportement-là. Mais je peux comprendre les gens, là, je parlais quand j'étais étudiant, mais des gens qui sont dans des situations financières plus précoces, et ce 250$-là, ben eux, ça peut les aider personnellement. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui utilisent encore ce type de magouille-là. Il y a une autre distorsion également qui est discutée dans le chapitre 3, c'est plus tu contribues au REER, plus tu reçois d'aide, mais tu ne gagnes pas moins d'argent. Donc, c'est la même chose avec les corporations là, qui se versent des petits salaires, même s'ils font 350 000 de profit dans la compagnie, puis ils laissent tout ça fructifier presque à l'abri de l'impôt. Donc, ils ont des taux plus petits. Donc, il y a une autre distorsion qui existe au niveau de la fiscalité là, avec le REER, puis avec la possibilité d'investir en entreprise. Puis, tu sais, j'avais entendu parler de ça, mais on dirait que ça n'a pas été appliqué, je sais pas trop. C'était le truc parent, non, je me mélange avec l'éducation. Anyway, il disait que les compagnies ne pourraient plus investir, les sociétés plutôt là, incorporées, pourraient plus laisser un si gros montant parce qu'en fait, l'objectif de laisser un taux d'imposition plus petit aux entreprises pour l'argent qui reste dans l'entreprise, c'est qu'ils veulent que ce soit réinvesti pour favoriser la croissance puis le développement économique au Canada. Mais si tu as 1 million placé dans des FNB indiciels dans ton Inc., ben, c'est pas réinvesti, tu n'as pas nécessairement de croissance dans ton entreprise, puis tu vas pas nécessairement réinvestir tout ça. Donc, tu sais, je pense notamment à certains médecins qui ont des montants, là, j'en ai rencontré, là, qui ont des montants super élevés, là, qui sont juste dans des FNB indiciels, puis tant mieux, les profitent de la fiscalité qu'ils leur aient offerte, puis je ferais la même chose à leur place. Mais est-ce que ça, réellement, ça favorise la croissance économique du Canada? Est-ce que ça devrait être permis? Donc, il y a certaines distorsions fiscales là, au Canada qui pourraient être visitées, j'espère, prochainement. Puis j'en profite comme vous là, du REER, là, puis je vais en profiter du CELI aussi à ma retraite de mes actifs. Puis, tu sais, il y en a qui parlent qu'on pourrait taxer 2% de l'actif au lieu de taxer juste le salaire. Je suis d'accord avec ça. Là. Tu sais, si à la retraite, je suis rendu avec 3 millions dans mon CELI, puis que je retire ça, puis je paye aucun impôt, est-ce que je contribue vraiment à la société qui m'a permis de me rendre là? Je pense pas. Donc, moi, être taxé sur mes actifs à un certain moment, ça ne me dérangerait pas de contribuer à ma façon. Mais ça, c'est si bien sûr, comme on dit toujours, cet argent-là est bien géré après. Mais j'aurais aucun enjeu, moi, à ce qu'on paie. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu tannant parce que tu dis, crime, moi, j'ai fait les efforts pour me rendre là. Mais en même temps, est-ce que tout le monde a eu l'opportunité, la chance de réussir à mettre ces efforts-là? Tu sais, sont-ils nés dans une famille où ils ont réussi à sortir de l'université sans dette? Peu importe, tu sais. Je pense que des fois, on amplifie notre réussite, on s'attribue un peu trop de mérite pour où on est rendu. Donc oui, j'ai fait des efforts, mais oui, j'ai eu le soutien lorsque j'étais jeune de mes parents qui m'ont aimé, nourri, logé, qui m'ont permis d'étudier à l'université sans trop m'endetter. Donc tout ça, ben oui, j'ai fait mes efforts, mais j'ai une situation qui me l'a permis. Donc je trouve que des inégalités qui pourraient être comblées en ayant une meilleure fiscalité au Canada, mais bien sûr, ça va chialer parce que les gens qui ont de l'argent ne veulent pas nécessairement toujours redonner ça à des gens qui n'ont pas fait les efforts comme eux les ont fait. T'écoutes ça le 2 décembre, il te reste 23 jours avant Noël. Tu viens de piger la personne à qui tu devais offrir un cadeau dans l'échange de cadeaux de la famille, puis c'est le beau-frère. Tu sais, le beau-frère qui sait toute sa bourse, mais qui n'a jamais vraiment bien investi. Ben, cette année, oublie la paire de bas, puis offre-lui à la place mon livre Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière. En à peu près 200 pages, il va avoir le résumé, la synthèse de 38 livres sur les finances, avec une belle petite synthèse en une trentaine de pages à la fin. Donc, en 30 pages, il va en comprendre 12 000. Puis ensuite de ça, il va être capable d'avoir une stratégie qui a du bon sens pour sa retraite, qui va au-delà de investir dans le Bitcoin ou le marché boursier va crasher à cause de Trump. Tu vas pouvoir l'éduquer financièrement. Donc, Finances fondamentales, le livre, c'est un beau cadeau
pour remettre les pendules à l'heure et surtout les portefeuilles à l'heure pour les membres de ton entourage que tu apprécies dans le temps des fêtes. Joyeux Noël! Si tu écoutes ça, tu aimes probablement les podcasts sur les finances. Donc, je t'en présente un nouveau qui a à peu près une quinzaine d'épisodes qui s'appelle Investi. Donc, dans ce podcast-là, Derek et Marc prennent le temps de creuser là, différentes actions individuelles, ce que moi j'apprécie particulièrement. Et ils font ça de façon accessible et surtout très divertissante. Donc, je vous invite, là, si vous avez des épisodes à ajouter dans votre liste d'écoute, d'aller voir le podcast Investi. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Bref, chapitre 4, pour le même point de fiscalité, on parlait du CELIAP. Donc, pour eux, le CELIAP va se classer au sommet de la pyramide là, des comptes à privilégier avec le REE. Donc, c'est vraiment un CELI sous stéroïde là, pour eux. Donc, je suis d'accord. Pour moi, le CELIAP et le REE sont les 2 comptes à privilégier. Si vous avez des enfants ou l'intention, ou même pas l'intention de vous acheter une maison, vous pouvez le transférer dans le REER plus tard. Donc, puis ça joue aussi dans les distorsions, là, ces comptes-là, entre les classes fiscales, parce qu'on ne part pas de la même place. Exemple, quelqu'un qui réussit ou que ses parents l'aident à mettre 40 000 dans le CELIAP comme une évasion fiscale légale, là, ben c'est juste les familles qui peuvent se le permettre. Donc, moi, je vais pouvoir aider mes filles plus tard avec leur REE qui va être rempli à côté à mettre ça dans le CELIAP après. Mais ça favorise les gens qui sont mieux nantis parce que qui peut contribuer à tous les comptes enregistrés, CELI, REER, CELIAP? Ben, c'est les gens qui ont les moyens. Donc, plus tu gagnes, plus c'est payant en plus ces comptes-là pour toi, alors que si tu n'es pas capable de profiter de ces comptes-là, ben, tu prends encore plus de retard sur les autres. Donc, ensuite de ça, ils définissent un peu le CELIAP, là, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast. Le chapitre 5, il parle des courbes de la Ferrière, donc pour savoir si tu investis dans ton CELI ou ton REER selon le salaire. Le REER peut être avantageux si on considère que tu as un taux d'imposition plus élevé en ce moment que tu vas avoir à la retraite. Puis, ça amène aux courbes, là, il y a 0,6 ans. Lorsque tes enfants ont 0,6 ans, c'est le sweet spot là, selon ces courbes-là pour profiter pleinement des crédits et des allocations. Donc, peut-être que si vous avez des jeunes enfants en bas de 6 ans, puis vous évitez entre CELI et REER que c'est serré selon votre taux d'imposition, bien peut-être que ça peut faire pencher dans la balance le fait d'investir dans votre REER. Et enfin, le dernier chapitre pour la fiscalité, c'était le chapitre 6, la section 6 plutôt du documentaire. Là. Ils disent que le Québec, en gros, c'est le paradis fiscal des familles parce qu'on reçoit beaucoup d'argent puis quand on a des enfants. Donc, c'est un petit peu ça qu'ils disent en fait. Là, c'est que lorsque tu as des enfants au Québec, tu as beaucoup d'avantages qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres provinces et les autres pays. Troisième élément de synthèse, gérer son patrimoine. Chapitre 7, il parle de composants multiples. Donc, d'abord, il aborde un peu le fait que tu as le droit de ne pas vouloir d'enfants là, au Québec, donc c'est ton choix. Tu peux te marier si tu veux, mais ils disent que c'est important de savoir que le mariage, c'est pas un contrat d'union, c'est un contrat de séparation. Donc, quand tu te maries, tu te prépares à te séparer. C'est un petit peu ça. Mais en fait, tu veux que ça se passe bien quand tu te sépares. Il parle aussi que c'est important de trouver que tu sois marié ou non, un système où les 2 membres du couple sont confortables. Et il parle aussi que c'est important de planifier la naissance d'un enfant. Donc, comment qu'on va faire ça? Qui va prendre les congés? Comment qu'on organise les finances? Qui va compenser pendant qu'un ne travaille pas? Etc. Et en gros, pour terminer ce petit bout-là du couple là, de composants multiples, donc à 2 ou à plusieurs dans une famille, ils disent que pour atteindre l'indépendance financière, ça nécessite un effort d'équipe. Donc, il faut en parler tôt dans une relation. Le chapitre 8 dans la gestion du patrimoine là, parlait du testament. Donc, en gros, c'est un document qui dit qu'est-ce qui va se passer quand vous allez décéder, comment l'argent va être géré, comment que vous allez gérer l'argent par rapport aux enfants, vos funérailles vont se passer comment, etc. Donc, le testament peut être notarié, c'est ça l'idéal. Il peut être holographe ou il peut être devant témoin. Holographe, là, donc c'est écrit, exemple, sur une napkin ou une feuille. Là. Donc, le testament à la main, c'est holographe, là, c'est mieux que rien, mais ça va coûter plus cher à la fin de toute façon. Parce qu'il va y avoir souvent, il faut que ce soit. C'est plus compliqué, là, on va dire, au niveau du droit. Là, quand tu meurs, si c'est un testament holographe, donc oui, tu vas sauver des sous pendant que tu es vivant, mais ça va coûter plus cher à tes héritiers par la suite. Puis en plus, ça peut être plus facilement contestable. Donc, il suggère fortement un testament notarié et je suggère ça aussi d'aller voir un notaire pour ça.
c'est primordial, selon eux, d'avoir un testament à partir du moment où tu as des actifs avec quelqu'un ou que tu as des enfants avec quelqu'un. Ils donnent l'exemple, sinon, de la personne survivante là, qui devient propriétaire conjoint d'une maison avec la belle famille ou les enfants. Donc, toi, tu meurs, puis ton conjoint ou ta conjointe, ben, n'a pas la maison totalement à elle parce qu'il y a une partie qui est aux enfants, une partie qui va même à la belle famille. Donc, ça devient du trouble, là, puis ça coûte encore plus cher en frais d'avocat par la suite. Même si tu es marié, tu as besoin d'un testament. Sinon, ben, c'est les mêmes problèmes encore si tu as une famille ou des enfants. Donc, c'est pas réglé à cause que tu es marié. En plus de tout ça, ben, les impôts arrivent en même temps que la mort. Donc, en ayant un bon testament, vous allez simplifier tout ça pour faciliter la vie à vos héritiers. On parle aussi rapidement dans le chapitre 9 là, du mandat de protection. Donc, vous pouvez faire ça en même temps que le testament pour tout régler d'une shot. Là. Donc, c'est plus par rapport aux capacités cognitives. Donc, qui va s'occuper de vous, les soins, qui va gérer vos biens quand vous allez être dans une incapacité cognitive, par exemple, gérer vos placements, vos impôts, votre maison. Donc, tout ça peut être réglé avec le mandat de protection. Dans le chapitre 10, toujours dans Gérer son patrimoine, là, il parle d'un dessin à la quête. Là. Donc, il dit qu'il ne peut pas dire à ses enfants que ça va être aussi facile d'acheter un terrain ou une maison que ça l'a été pour lui. Puis quand je dis pour lui, là, vous vous rappelez, je parle pas d'Antoine Denis, là, je parle des invités sur le podcast que je me rappelle pas qui a dit quoi, mais lui, il disait jamais rien. Là. C'était vraiment les invités qui s'exprimaient. Donc, en gros, c'est une responsabilité qu'ils disent générationnelle, là, de nous assurer qu'on va leur léguer quelque chose parce que l'accès à la propriété, au terrain, tout ça, va être plus compliqué probablement dans le futur qu'il a été pour nous, alors que nous, c'était déjà plus compliqué que ça l'a été peut-être pour nos parents, nos grands-parents. La personne qui parlait dans le documentaire, elle disait que si elle n'avait pas d'enfant, elle serait beaucoup moins axée sur la réflexion par rapport à son patrimoine. Parce que de toute façon, si tu es toute seule puis que tu meurs demain, ben, tu te dis, je vais tout accumuler ça pour rien. Mais avec des enfants, tu as toujours un héritage qui va pouvoir les aider. Donc, les gens les plus importants pour lui, c'est ses enfants, puis il veut leur donner une chance. Donc, ça, je suis pas mal d'accord avec ça, puis je me rends compte que mon éveil financier, c'est pas mal fait. Tu sais, quand ma première commençait à vieillir, donc c'était en 2019, fait que, tu sais, mes deux filles étaient nées, puis là, tu te dis, bon, ben, crime, OK, j'ai une responsabilité, là, je suis plus tout seul à gérer, là. Puis c'est un peu comme, je sais pas si le lien est pertinent, là, mais, tu sais, des fois, je conduis le soir, puis en fait, mon style de conduite n'est pas le même. Je vais résumer ça de même. Là. Mon style de conduite n'est pas le même avec les filles ou sans les filles. Là. Tu sais, si je conduis dans la neige pendant une tempête, des fois, j'ai presque du fun à conduire tout seul. Je trouve que c'est le fun de conduire dans la neige. Mais quand je suis avec mes filles, pas mal plus prudent, puis je suis un peu plus stressé quand je conduis dans des tempêtes. Donc, je ne vais pas à la même vitesse sur l'autoroute. Je fais pas les mêmes décisions de conduite. Donc, cette situation-là de conduite est reflétée dans mes finances. Donc, si j'étais seul, je n'avais pas d'enfant, probablement que mes décisions financières ne seraient pas les mêmes. Peut-être que je n'épargnerais pas 30% par mois, peut-être que j'épargnerais 10%, puis je me dirais, ben, c'était bien en masse, là, tu sais, avec mon fonds de pension et tout. Donc, assurément, les enfants vous font faire des choix financiers différents, je crois. Je l'espère, en tout cas. Bien sûr, il rappelle que plus tu commences jeune à t'intéresser à tes finances, plus tu peux commencer à faire des folies plus tôt dans ta vie par la suite parce que tes actifs vont déjà commencer à travailler pour toi. Par contre, il rappelle de ne pas faire des choix juste pour l'argent non plus. Oui, ton métier peut influencer. En fait, le salaire que tu vas faire dans ton métier peut être influencé. Le salaire que tu vas faire peut influencer le métier que tu vas choisir. Bon, ça, c'est une phrase complète. Mais il ne faut pas que ce soit la seule chose qui influence ton choix parce que ça va être long, pas mal. Les personnes dans le documentaire avaient beaucoup de mentalité, là, justement, d'aider les enfants, de les rendre autonomes. Donc, exemple, les aider à partir en appartement, pas les empêcher de le faire. Rares sont les enfants là, qui vont réussir à s'éduquer seuls. Donc, il faut les aider. Il faut s'aider en génération. Tenter d'aider nos enfants à partir plus loin que nous. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, OK, ben, tes parents, toi, t'ont peut-être permis ou pas de partir à un certain endroit dans la vie. Pas nécessairement juste du point de vue financier, là, mais est-ce qu'ils t'ont donné de l'amour? Est-ce que tu as été élevé d'une façon qui t'a permis de commencer plus loin que tes parents ont commencé? Moi, je peux l'affirmer, là. Tu sais, mes parents, ils n'ont pas nécessairement des niveaux de scolarité élevés, ils ont eu des emplois très respectables, mais ils m'ont permis à moi et ma sœur de partir un pas en avant de où eux ont parti. Donc, on est parti avec aucune dette, on est parti avec un niveau de scolarité qui est intéressant, des valeurs qui nous ont permis aussi de nous démarquer, des qualités qui ont été développées à travers la façon qu'ils nous ont élevés, de persévérance, de travail, tout ça. Donc, assurément, je le sais que mes parents m'ont permis de partir avec un pas en avant par rapport à eux. Tu sais, ma mère, elle venait d'une famille de 10, là, il n'y avait pas de, il y avait pas de sous, là, c'était la pauvreté.
Fait que ma mère a fait beaucoup d'efforts pour me donner des valeurs d'épargne, notamment. Et j'espère que je vais pouvoir permettre à mes filles de partir aussi, pas 10 pas en avant, là, mais 1 ou 2 pas en avant de moi pour l'avoir un peu plus facile. Même si je l'ai pas eu difficile, là. Je dis pas que ma vie était compliquée. Je sais que c'est populaire de se victimiser, là, puis de faire semblant que notre vie est difficile pour se démarquer des autres. Mais je dis pas que j'ai une vie difficile, je dis juste que je veux que mes filles puissent peut-être partir avec 1 pas ou 2 en avant de moi. Notamment avec des connaissances sur l'investissement. Donc, moi, j'avais des connaissances sur l'épargne, mais j'espère pouvoir montrer à mes filles que oui, il faut épargner, mais il faut investir aussi. Mais je rappelle avec tout ça, puis ça, c'est mon commentaire, là, c'était pas dans le documentaire, mais faut pas juste donner de l'argent à nos enfants. L'argent ne doit pas tomber du ciel parce que tu vas pas les aider de cette façon-là. Donc, on va léguer de l'argent, mais de la paresse en même temps. Donc, c'est plus de l'argent et de la rigueur qu'il faut léguer à nos enfants. Leur léguer la notion de choix, de responsabilité. Puis, il faut les éduquer. En fait, il faut leur donner des occasions d'apprendre à faire ces choix-là tôt dans leur vie et d'assumer les conséquences. Quatrième élément de synthèse, plus court, faire des erreurs. Donc, c'est le chapitre 12 du documentaire. Je dis chapitre, là. Ça ne doit pas être des chapitres, en tout cas, comme le v'là 2 semaines. Anyway, vous comprenez, là, la section 11 du documentaire. Je pense qu'ils appellent ça des chapitres même dans. Anyway, je m'en rappelle plus, ça fait presque 1 an que je l'ai écouté, là. Chapitre 11, vous avez le droit à l'erreur. Donc, ils disent, est-ce qu'à 33 ans, c'est trop tard pour investir? Ben non, bravo. Il te reste peut-être même à peu près 60 ans pour investir, 55 ans, là. Donc, c'est encore plus que ce que tu as vécu. Donc, c'est difficile de savoir. Puis, avant de continuer, là, j'ai eu des discussions justement au Salon du Livre. Tu sais, il y a deux madames qui sont arrivées, puis ils étaient intéressés par le livre, puis ils me disaient, hey, on a 57 ans, il est bien trop tard pour commencer. Je leur ai dit, ben c'est sûr qu'à 57 ans, tu as moins de temps devant toi pour avoir des rendements composés. Je leur disais pas ces mots-là, là. J'utilisais un vocabulaire plus accessible, bien sûr, mais vous, sur le podcast, après 100 quelques épisodes, 157 épisodes, vous comprenez rendement composé. Donc, je leur disais, c'est sûr qu'il est tard pour profiter de ces rendements-là. Par contre, à 57 ans, il n'est pas trop tard pour t'assurer de rencontrer un professionnel puis de poser les bonnes questions par rapport à ton décaissement. Donc, il y a rien. Oui, c'est sûr que tu peux pas retourner à 25 ans puis avoir les mêmes rendements que tu aurais eu, mais au moins, tu peux t'éduquer financièrement sur le décaissement, sur la fiscalité pour t'assurer de poser les bonnes questions puis de comprendre ton plan de décaissement qui va être proposé par le professionnel. Donc, je continue, là. En gros, il disait dans le documentaire que c'est difficile de savoir quoi faire avec notre argent parce qu'on ne l'a pas nécessairement appris. Une des choses qu'il faut faire, c'est d'apprendre à se connaître d'abord. Donc, surtout lorsque vous êtes plus jeune, c'est quoi votre zone de génie? C'est quoi votre zone de procrastination aussi pour réussir à vous connaître puis à maximiser votre potentiel financier durant votre carrière. Donc, il faut que vous prenez le temps de vous observer, de vous connaître, de comprendre vos biais. Souvent, on ne se regarde pas nous-mêmes, puis on se dit que les autres sont privilégiés. Donc, on ne peut plus faire ça là, pour avancer. Tu ne peux plus regarder les autres et dire, ah, ben, lui, on le sait bien, il vient d'une famille riche, ses parents, ils ont payé ses études. C'est correct, tu sais, on part tous on part tous d'un endroit différent, mais si tu te victimises, puis tu te dis les autres sont juste chanceux, ben tu vas justifier, en fait, tu vas te justifier dans tes actions de ne pas épargner, de ne pas investir, parce que tu vas dire, ben finalement, ça sert à rien, les autres ils ont de l'avance sur moi, tu sais. Mais les auteurs, ils disent pas juste de ne pas se victimiser, les auteurs, les documentaristes, là, ils disent qu'il faut accepter également vos erreurs. Donc, ça se peut que tu aies été dans le REER au lieu d'aller dans le CELI, puis c'était pas le bon choix, puis là, tu peux plus retirer ton REER, puis là, tu t'en veux, ben c'est correct, tu sais, c'est des erreurs qui arrivent, mais il faut éviter de faire toujours les mêmes erreurs. Donc, si tu fais une erreur de ne pas épargner à 20 ans, puis tu t'en rends compte à 25, mais à 30, tu n'as pas encore commencé, ben j'ai vu une citation sur un podcast ou dans un livre, je me rappelle plus, je l'ai peut-être déjà dit, là, je suis mêlé avec ce que je prépare comme épisode, puis ce que j'ai fait. Ce que ça disait, c'est, tu sais, faire une erreur une fois, c'est correct. Répéter la même erreur, ça devient un choix. Donc, à maner, si tu fais ces choix-là, ben t'assumes. Puis moi, j'ai pris cette citation-là de finance, puis je l'applique avec ma plus jeune, qui répète souvent les mêmes erreurs. Mais j'ai dit, ben là, c'est plus une erreur, tu sais, parce que, mettons, on va dire, elle dessine sur le mur, tu sais, dans la salle de bain, pendant qu'elle est aux toilettes, elle dessine sur le mur. Bon, ben, tu sais, c'est une erreur, tu as fait le mauvais choix. Là, je mélange un peu avec erreur et choix, mais bref, on va faire d'autres choses. Tu perds ta tuque à l'école, mettons. Elle perd tout le temps ses affaires à l'école. Les parents qui écoutent comprennent, là, tu sais. Il y a un budget mitaine, gants, puis surtout les gants au printemps. Anyway, ma plus vieille, elle perd rien, elle est à son affaire. Ma plus jeune, elle perd une affaire par semaine. Tu sais, une tuque, une mitaine, name it, là. Elle perd une chose par semaine. Puis là, quand elle revient à la maison, ben, elle est bien triste, tu sais. Elle a perdu sa tuque, elle pleure. Elle dit, j'ai le droit de faire des erreurs. Oui, tu as le droit, tu sais. Tu as le droit de faire des erreurs, c'est correct.
Mais quand tu fais la même erreur chaque semaine, c'est parce que ça devient un choix de ne pas faire d'effort ou de ne pas mettre en place de stratégie. Là. Tu sais, ta tuque, mets-la dans ton sac. Tu sais, bref. Ces temps-ci, on est l'hiver, fait que j'ai beaucoup de discussions avec ma plus jeune de gestion de vêtements d'hiver. Donc, c'est ça, ceux qui n'ont pas d'enfants sont comme ouais, ça a l'air le fun. C'est super le fun. On fait pas juste gérer des vêtements, ne vous inquiétez pas. Euh, Puis, ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que les échecs peuvent être une source de motivation aussi. Donc, il y a des gens, moi, je suis pas tellement de même, là. Tu sais, moi, quand j'ai un échec, je prends le temps de le vivre un peu, puis je suis comme, ouais, tu sais, je suis pas victime, mais je suis comme, ah, c'est plate, tu sais. Puis à un moment donné, là, je me relève, puis je repars, tu sais, je me victimise pas à l'infini non plus. Mais t'en as qui vivent un échec, puis c'est comme, ah ouais, tu penses que que je vais rester à terre, ben ils se relèvent tout de suite. Tu sais, c'est pas long qu'ils sont revenus sur leurs pieds. Fait que tant mieux, il y en a que ça motive d'avoir des échecs, mais il faut pas être juste des échecs non plus. Il faut que l'échec te permette d'apprendre quelque chose puis de changer tes habitudes financières. Enfin, ils disent de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur d'échouer, mais surtout de vous lancer. Donc, si c'est la peur de l'échec qui vous empêche de commencer à investir, de vous partir en business, de suivre une formation, bien là, l'échec vous empêche d'avancer. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet échec-là pour pouvoir vous lancer. Et le dernier élément de synthèse aujourd'hui, c'est garder le cap. Donc, dans le chapitre 12 documentaire, on dit qu'investir, bien, ça prend du temps si on veut que ça devienne quelque chose. Donc, la variable principale là, dans l'investissement, c'est le temps que tu as devant toi. Donc, c'est sûr que plus tu commences tôt, plus tu profites des rendements composés. Et l'important, c'est d'avoir une direction. Mais il faut demeurer quand même ouvert aux changements dans votre stratégie, puis d'avoir l'humilité de faire ces changements-là. Donc, si vous travaillez avec un professionnel, habituellement, vous allez avoir, si vous travaillez avec un bon professionnel, vous allez avoir ces conversations-là 1 à 2 fois par année. Si vous investissez de manière autonome, ben, c'est important de ne pas. Puis, en fait, je vais prendre ça autrement. Moi, par exemple, j'ai une stratégie super rigide, dans le sens où j'en ai parlé au Salon du Livre avec plein de monde qui me disait, ah ouais, t'investis pas, il y a des annonces, là, ça te bade pas. J'ai dit, ben oui, c'est sûr que quand Trump a annoncé ses tarifs, puis je voyais que ça baissait de 2, 3, 4%, c'était en milieu de mois, là, je me disais, hé, j'ai vraiment le goût d'investir, tu sais. Puis j'aurais dû le faire, tu sais, quand on revient derrière, j'aurais dû investir. Mais cette fois-là, j'aurais eu raison. Mais les 2, 3 prochaines fois que je me dis, hey, je dois investir parce que ça descend ou je dois retirer mes billes parce que ça monte, qui dit que je vais avoir raison? Fait que moi, ce que je me dis, c'est sur 30 ans, j'aurais sûrement eu raison aussi souvent que j'aurais eu tort, fait que ça revient au même. Donc, pourquoi me casser la tête à essayer de deviner ces moments-là si au bout de la ligne, sur 30 ans, ça revient au même? Donc, moi, ma stratégie, je dis qu'elle est rigide parce que j'investis le dernier vendredi du mois. Je respecte mes pondérations Canada, États-Unis, FNB, actions individuelles, actions. Bon, là, j'ai pas d'obligation, mais je les respecterais si j'en avais. Donc, ma stratégie est rigide. Par contre, une fois par année, avec tout ce que j'ai lu et tout ça, je me questionne. Je regarde ma stratégie puis je me dis, bon, est-ce que c'est encore la meilleure stratégie? Est-ce que je change des éléments? Puis si c'est le cas, ben, je suis assez humble pour me dire, oui, je vais le changer. Si un jour, je me rends compte que ma stratégie de sélection de titres individuels ne bat plus l'indice, ben, je vais arrêter de sélectionner des titres individuels. Donc, ma stratégie est rigide dans le sens où je ne la questionne pas à chaque mois, puis je la respecte à la lettre, mais elle est flexible dans le sens où je ne pense pas que j'ai la vérité infuse non plus, puis que ça ne va pas bouger pendant 15 ans. Il faut éviter les réflexes sociaux aussi que les auteurs mentionnent là, dans Garder le cap. Exemple, je dois avoir une maison, ça me prend une voiture. Je dois faire des enfants. Donc, assurez-vous de vous connaître puis de prendre des décisions qui respectent vos valeurs, mais aussi votre budget. De ne pas se fier à l'opinion des autres aussi, on en parle souvent, là, gardez vos objectifs en tête et arrêtez d'essayer de plaire aux autres. Là. J'écoutais Morgan Housel sur un podcast anglophone. Merci Sébastien, justement, là, qui me l'a proposé au Salon du Livre, puis je l'écoutais dans ma voiture en revenant de Montréal vers Sherbrooke. Puis, il disait, tout le monde s'en fout, là. Tu sais, on s'achète du linge, ben je dis on, là, je m'exclus un peu de ça, mais les gens achètent du linge, des voitures, des maisons pour plaire aux autres. Essentiellement, c'est pour plaire aux autres. C'est rare qu'on va faire un achat pour nous-mêmes. Là. Souvent, ben, je prends un exemple encore de ma vie personnelle, désolé. Moi, ma blonde, ça fait des années qu'on veut faire un pot à feu en arrière. On a un feu en arrière, on a une dalle, on a des chaises de camping, mais c'est pas c'est correct. Là. C'est super chaleureux, mais c'est pas beau. C'est lettre. Puis ça fait des années qu'on se dit, ben, c'est notre prochain projet de réno. On va faire un beau pot à feu, une place qu'on va recevoir le monde, ça va être beau. Puis après avoir écouté le podcast, je dis à ma blonde,
On a-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, pourquoi, honnêtement, qu'on veut ça? On veut tout ça parce que on va être, on va passer des plus belles soirées entre amis, ou on veut juste ça parce que quand les gens viennent, ils vont dire c'est beau. Tu sais, puis on s'est rendu compte finalement on voulait juste que ce soit beau. Fait qu'on va peut-être le faire quand même, mais au moins on va le faire avec. On va faire un choix qui est conscient. On va être conscient que c'est parce qu'on veut que ce soit beau, pas parce que ça nous rend plus heureux, tu sais, nécessairement. Oui, puis excusez, je reviens à ce qu'il disait. Dans le fond, ce qu'il disait dans l'épisode, c'est justement les autres s'en foutent. Donc, l'exemple non pas à feu, mettons que les gens viennent. Tu sais, nous, dans notre tête, on va se dire, hey, les gens vont voir ça, ils vont vraiment trouver ça beau, tu sais. Mais les gens s'en foutent. Les gens, quand ils voient ton luxe, les choses qui sont belles, soit qu'ils s'imaginent eux-mêmes dans ces choses-là, ou soit après 2, 3 secondes, ils s'en foutent, ou soit ils s'en foutent juste au complet. Il y a personne, c'est très rare que les gens vont vraiment là, t'envier là, puis dire ouais, cette personne-là, elle a une Tesla, là, tu sais. Vraiment pas. C'est. Fait que arrêtez de faire les choses pour les autres, de vous acheter du linge qui coûte une fortune pour les autres. Si vous le faites pour vous, c'est bien correct. Mais si vous le faites pour les autres, le monde s'en fout de vous autres de façon générale. Puis les gens qui tiennent vraiment à vous, là, qui s'intéressent vraiment à vous, ben c'est pas ça qu'ils vont regarder. C'est les gens à qui vous voulez plaire pour vrai, famille, amis, tout ça, mettons, ils vont pas regarder votre matériel, ils vont s'en foutre. Puis les gens ben, qu'on devrait pas vouloir intéresser, ben eux vont s'en foutre. Fait que posez-vous la question, est-ce que je fais les choses pour les bonnes personnes? Bon, j'ai fini mon éditorial, là. J'écoute trop de podcasts ces temps-ci, fait que ça me donne trop d'idées, fait que je déroge trop souvent de ma fiche de lecture. Donc, on revient au plan. Euh, Ce qu'il disait ensuite, c'est de ne pas oublier là, que le succès va souvent cacher les efforts. Donc, souvent, il y a des efforts derrière le succès. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui réussissent un peu par chance ou ils se sont fait aider, mais souvent, il y a des efforts. Puis ce qu'on voit, nous, c'est juste la fin. On voit le succès, mais on voit pas les sacrifices qui ont été faits. Puis ce qu'il disait également dans ce podcast-là, c'est faut pas que tu envies, puis je l'avais déjà dit dans le livre là, c'était l'almanach de Naval Ravikant. En tout cas, bref, j'ai oublié le nom, le titre du livre, là, mais je l'avais déjà mentionné que faut pas que tu envies quelqu'un pour une chose. Donc, tu vois quelqu'un qui a réussi en affaires, mettons, puis qui a plein d'argent, t'envies peut-être son argent, son succès, mais derrière ça, il y a toujours, tu sais, il disait dans le podcast que les 8 personnes les plus riches de la planète ont toutes, il y a 8 personnes, puis ils ont 23 divorces combinés, tu sais. Fait que, est-ce que tu as envie le fait que cette personne-là parle plus à ses enfants? Est-ce que tu as envie le fait que cette personne-là a tout gâché ses relations amoureuses? Est-ce que tu as envie le fait que cette personne-là a pas un cercle d'amis? Donc, faut pas juste envier un trait d'une personne. Faut que tu te dises, est-ce que je prendrais toute la vie de cette personne-là? Son succès, mais aussi ses anxiétés, le fait qu'il a toujours ça en tête, qu'il n'est pas capable de dormir. Donc, faut vraiment pas juste voir le succès, puis posez-vous la question, quand vous voyez quelqu'un qui a du succès, dites-vous, est-ce que je prendrais toute sa vie, puis pas juste son succès? Les phrases étaient moyennement formulées, mais vous comprenez le principe. Il rappelle aussi que épargner, c'est pas se priver. Donc, si tu épargnes, mais tu vas peut-être pouvoir arrêter de travailler pendant 6 mois maintenant. C'est qui se prive alors? C'est-tu la personne qui n'est pas capable de se permettre ces choses-là ou c'est la personne qui peut se les permettre lorsqu'elle en a besoin? Bon, bien sûr, après, quand on parle de garder le cap, on dit que les virements automatiques peuvent aider, là, donc de virer un pourcentage de votre salaire automatiquement euh, qui ne devrait pas t'appartenir en ce moment, mais qui va t'appartenir à ton futur toi. Donc, c'est pas si facile de s'imaginer notre futur nous, mais c'est super important de le faire pour automatiser cette épargne-là. Et il mentionne à la fin, être heureux maintenant, bien sûr, mais de ne pas oublier son futur. Il y a quelque chose de beau aussi, la manière de dire j'en ai assez. Puis je reviens encore, bon, le podcast était vraiment bon, merci Sébastien, là, mais il parlait de content, là, comme de se contenter à un moment donné de ce qu'on a. Euh, Parce qu'on va toujours vouloir plus. Puis il disait, tu vas acheter la maison de tes rêves, puis 2, 3 ans après, tu vas toujours vouloir quelque chose de nouveau. Donc, l'être humain n'est pas fait pour être heureux dans sa situation actuelle. Donc, c'est important des fois de prendre le temps de dire j'en ai assez. Tu sais, je suis bien, c'est correct ce que j'ai. Puis j'essaie de le faire plus souvent, puis j'en ai déjà parlé, là. C'est pas évident des fois parce que même on avance tout le temps, on essaie tout le temps d'avancer, d'avoir plus. Puis c'est correct là, parce qu'il faut avoir des fois des objectifs, mais je fais la distinction entre avoir des objectifs qui nous stimulent, mais qui n'ont pas d'impact sur notre bonheur. Exemple, je pourrais me dire, là, tu sais, le podcast, on va dire j'ai 40 000 écoutes par semaine. Je pourrais dire, hey, je veux 100 000 écoutes par semaine, là, comme des gros podcasts. Là. Mais c'est correct d'avoir cet objectif-là.
Mais si le fait de ne pas atteindre cet objectif-là joue sur mon bonheur, c'est là que ça devient problématique. Donc, c'est correct d'avoir de l'ambition, mais il faut aussi être capable de se poser et de dire, regarde, ces objectifs-là n'auront pas d'impact sur mon bonheur. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc, je passe à la conclusion parce que je suis loin d'être un philosophe, là, puis je sais pas pourquoi je vous partage ça. Je suis pas meilleur qu'un autre là-dedans. Euh, donc, j'ai moins apprécié un peu ce deuxième documentaire-là. Je trouvais que le premier nous faisait réfléchir sur notre définition du bonheur. Ce deuxième volet-là le fait encore un peu, donc il y a un peu de répétition par rapport au premier documentaire, mais on aborde surtout le côté fiscal pour atteindre l'indépendance financière. Donc, encore une fois, on est dans la prise de conscience comme dans le premier documentaire, mais on n'est pas dans le comment, qui me semble d'ailleurs le plus difficile à faire en vidéo, là, c'est sûr que dans un livre où on peut prendre un peu plus d'espace. Donc, je comprends les choix qui ont été faits également, là, mais j'aurais aimé ça qu'on aille un peu plus dans le comment que d'être encore dans la prise de conscience comme dans le premier documentaire. Donc, j'appréciais les chapitres, mais je trouvais que, puis vous l'avez peut-être senti aujourd'hui, là, mais entre les chapitres, j'ai eu de la misère à ressortir un peu les éléments principaux. Donc, chaque chapitre individuellement était intéressant, mais j'avais de la misère à voir le fil conducteur à travers le documentaire. Par contre, j'ai vraiment apprécié le bout sur la distorsion fiscale puis le fait de garder le cap là, dans nos finances. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de ce documentaire-là, c'est commencer tôt et idéalement permettre à nos enfants de faire mieux que nous. La semaine prochaine, c'est un sujet de discussion. Donc, je me questionne, est-ce qu'on devrait s'inquiéter des FNB? Et ce jeudi, il n'y a pas d'actions qui vous sont présentées. Je pense que cette information-là est fausse. Laissez-moi vérifier mon calendrier à l'instant. Est-ce que c'est vrai que je ne présente pas d'action cette semaine? Oui, c'est bien vrai. Pas d'action cette semaine. Donc, je réponds plutôt à 5 questions. Donc, dans l'épisode des abonnés. Donc, Patrick qui me demande, c'est-tu toujours bon d'investir en immobilier au Québec en ce moment? Nicolas qui me demande comment mieux gérer mes finances au quotidien. Stéphanie qui me dit, mon ami me dit que je ferais de meilleurs rendements avec des actions individuelles. Est-ce que c'est vrai? Mélanie, est-ce qu'il existe une méthode simple pour mieux gérer nos finances? Et Pierre, dette, retraite ou maison, par où commencer? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'apprécies. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.